Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Allez, c'est parti, prenez place et soyez les bienvenus sur Séance Radio. C'est l'heure de fin de séance, épisode numéro 19, votre podcast ciné qui chaque semaine vous donne la parole en sortie de salle en recueillant vos avis à chaud. Ce qui nous permet ensuite d'enclencher la discussion avec un verre à la main et le micro dans l'autre. Autour de moi, mes petits camarades de jeu, Pierre Delors de fanfootage.fr. Oh là! Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien. Bon, très bien. Ilan Ferry et Julien Munoz sont Salut. également là. Ça va les amis ? Bah toujours, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. On est confortablement installé au Hurling Pub. C'est vrai qu'on est bien. Hein. Dans le 5e arrondissement de Paris. Il y a un petit peu de bruit mais ça va, on va pouvoir s'entendre. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De First Man et de The Predator, deux grosses sorties ciné. Très honnêtement, je sais pas par quoi commencer, donc vous allez me dire. Je vais vous suivre. Dites-moi. Bah moi comme je suis quelqu'un Julien. de lunatique, je propose qu'on commence par First Man. On commence par First Man, tout le monde est ok ? Allez, first, premier, c'est tout trouvé. Allez, Bon, allons-y très bien. Et ben on commence avec vos avis recueillis à chaud en sortie de salle et on en parle juste après. Bon, cette mission, c'est quoi ? En dehors des scènes de vol qui sont très très impressionnantes, une très belle photographie et vraiment une bonne musique, je trouve ça assez pas très passionnant. Non. Et en fait mon problème c'est que j'arrive pas trop bien à saisir le point de vue du film là, sur cette histoire là quoi. Après c'est pas du tout un mauvais film, hein, loin de là, mais c'est juste que moi j'ai vraiment aucune aspérité à laquelle me raccrocher quoi, donc il m'a un peu glissé dessus quoi. Moi j'ai bien aimé parce qu'on voit bien un peu le côté tout le côté technique qu'il y a. Mais aussi le côté émotionnel avec la famille des astronautes. C'est pas forcément spectaculaire par rapport à d'autres films dans l'espace, du genre Interstellar ou Gravity. Mais c'est réaliste comme image on va dire. Et au niveau du son, c'est assez prenant au niveau son. Au contraire, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était très intime, hein, vu sous un angle intime, c'est ça qui m'a plu. Non, vraiment c'est génial. La musique est magnifique. Ouais, impressionnant et très émouvant. Bah Ryan Gosling, hein. C'est très bien joué, c'est impressionnant, on s'y croirait, c'est bien filmé. Moi j'ai adoré. Mais sinon, très bonne surprise parce que c'est vrai que j'ai pas aimé La La Land. Bon hormis Lino qui semble moyennement emballé, on va y revenir, hein. Les spectateurs que vous avez entendus sont plutôt enthousiastes, hein. Ils soulignent le côté intime et très émouvant du film. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que vous avez entendu ou pas ? Qui veut commencer les copains ? Ça va être Pierre. Tiens, allez. Vas-y, attaque. C'était un peu trompeur parce que c'était qui veut commencer et je suis désigné de force. Ouais, mais Julien, il a fait un signe vers toi comme ça, donc okay. J'ai suivi son doigt. Oui, je peux comprendre que beaucoup des gens qu'on a entendus aient trouvé ça très émouvant, assez intime, parce que c'est la manière dont Damien Chazelle traite cette histoire qui est quand même, c'est un des plus gros accomplissements de notre temps, du XXe siècle. Hein. C'est un événement, personne n'a pu y échapper, qui suscite autant l'admiration que la méfiance et le complotisme. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel je trouve, de l'histoire de la civilisation humaine. Mm-hmm. Et Damien Chazelle le traite finalement, c'est un film que je trouve un peu ambivalent. Il le traite à la fois avec un certain classicisme et en même temps avec une note d'originalité et avec des thématiques et des façons d'aborder le sujet que moi je n'avais pas vu ailleurs dans les films d'exploration spatiale ou dans les films sur l'espace en général. Alors je vais peut-être parler de ce qui fâche d'abord. Damien Chazelle il y a un parti pris pour ce film, donc c'est une reconstitution puisque ça se passe dans les années 60. Et pour ce faire, il est allé tourner le film en pellicule, à la pellicule. Donc on a quelques scènes en IMAX, et globalement c'est du 16 et du 35 mm. L'IMAX en finale, plutôt. Oui, l'IMAX dans les scènes finales. 16 et 35 mm, je trouve ça beau, c'est toujours agréable de retrouver la pellicule, surtout pour notre génération qui a connu la pellicule et qui a connu progressivement l'arrivée du numérique. Par contre, je suis pas certain de vraiment saisir l'importance de la pellicule, et j'ai eu tendance à voir ça un petit peu comme un gimmick. Ouais. Je pense que si le film avait été tourné en numérique avec des caméras contemporaines, ça n'aurait rien retiré à la qualité du film. Alors effectivement, il y a cette image, puis cette très belle direction de la photo. Effectivement, la photographie est très belle, je ne sais plus qui l'avait souligné. Il y a quelque chose, il y a une ambiance, une identité, mais je ne vois pas en quoi ça apporte une qualité supplémentaire au traitement de cette histoire. Je dirais aussi que, second parti pris de mise en scène, il y a pas mal de séquences avec une caméra portée. Quasiment tout le film, hein.
que j'ai trouvé assez dérangeante. Je trouve que parfois l'image est difficile à suivre et pas particulièrement agréable à regarder, ça bouge beaucoup. Et à ça, j'ajouterais enfin que donc le film est ce qu'on appelle un biopic, c'est-à-dire un film qui retrace une aventure, un événement historique précis. En l'occurrence, voilà, l'histoire de Neil Armstrong. Et je trouve que finalement, lui qui avait fait preuve, Damien Chazelle, d'une certaine originalité dans ses 2 films précédents, donc à savoir Whiplash et La La Land, notamment avec son rapport à la musique, je trouve que celui-ci, il traite le biopic d'une manière finalement assez classique. C'est-à-dire que toutes les scènes d'intimité, notamment avec sa femme, qui est incarnée par Claire Foy, qui d'ailleurs, au passage, joue extrêmement bien, c'est une très bonne actrice, je trouve que c'est assez classique, et finalement, c'est vraiment pas les moments du film qui sont les plus intéressants. Je trouve que les rapports avec sa famille sont pas particulièrement passionnants. Le traitement des enfants est un peu, je l'ai trouvé même un petit peu absent de la narration. C'est vraiment pas ça qui m'a fait accrocher. Ça reste bien. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais au-delà de ça, il y a moi quelque chose qui m'a absolument sidéré, et ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé cet aspect sidération comme ça sur grand écran. Ce sont ces scènes de vol et de pilotage et d'espace, et le film s'ouvre d'ailleurs avec une séquence de pilotage dans un avion de test du gouvernement américain, enfin d'une entreprise privée. C'est absolument exceptionnel. J'en ai vu pas mal, hein, des films qui traitent de l'espace ou de l'aviation. Ce niveau d'immersion, ce niveau de puissance et de sound design, parce qu'on sait que Damien Chazelle, c'est quelqu'un qui fait très attention à la musique et au pouvoir du son dans un film. Et là, la musique de, comment il s'appelle son pote, Justin Hurwitz, la musique est absolument merveilleuse. Le sound design est... Alors je me souviens plus du nom de ce sound designer, mais il est assez connu. C'est d'une force et d'une puissance. On entend limite les vis bouger dans la carlingue. C'est incroyable. On est filmé Augustin là dans le. La mise en scène pendant les scènes de vol, c'est presque de la réalité virtuelle, c'est de l'immersion totale. On est plongé dans le cockpit, c'est dingue. Et ne serait-ce que pour ces scènes de vol et ensuite ces scènes dans l'espace, je trouve que le film acquiert soudainement une dimension, une puissance cinématographique qui moi m'a vraiment à certains moments bouleversé. Après voilà, tout ce qui traite à l'espace, ça me touche particulièrement, mais là ça m'a soufflé. Et j'ajouterais enfin, parce que je m'étire un peu là, que je trouve que ce sujet de l'exploration spatiale et de Neil Armstrong, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins déjà vu, soit dans des documentaires, soit dans des films qui parlent de la NASA. Alors ceux qui viennent tout de suite en tête, c'est Apollo 13 ou Interstellar, qui était assez récent. Je trouve que le top des héros, exactement, Space Cowboys de Clint Eastwood qui devait réaliser First Man à l'époque. Je trouve qu'il amène quelque chose que moi je n'avais pas souvent vu, c'est l'aventure humaine incroyable et la dangerosité de l'opération. Et on voit les sacrifices humains et matériels qu'ont dû subir l'Amérique et la NASA pour arriver à cet exploit, ne serait-ce que même d'envoyer une première fusée dans l'espace. On voit à quel point ça a été un travail d'invention permanent, de remise en question, d'échecs, d'explosions, de morts, de souffrances. Souffrances qu'il va aborder justement de manière intime, c'est-à-dire qu'on voit aussi le poids sur sa famille, ce pauvre Neil Armstrong. Ça, de ramener ça dans cet événement qui est devenu presque banal, parce que c'est quelque chose, pour nous, c'est une ligne sur un livre d'histoire. Je trouve que ça, c'est assez exceptionnel, et pour ça, voilà, c'est une grande qualité du film. Très bien. Ilan, allez, vas-y. Eh ben, écoute, moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le rapport que l'entretien de Damien Chazelle à la musique, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours, moi, beaucoup plu dans son cinéma, c'est sa sensibilité que je dirais lyrique. C'est, voilà, de Whiplash, quand il a fait Whiplash, il a repris les codes du bootcamp film pour en faire un vrai film musical. La La Land, il a fait la même chose, il a repris les codes de la comédie musicale. Et là, il reprend un autre genre très ancré dans l'histoire de l'Amérique. En fait, en gros, il reprend les codes de l'étoffe des héros. Et il y intègre aussi une espèce de lyrisme, mais qui est beaucoup plus discret que dans ses autres films. Dans ses autres films, le rapport à la musique était beaucoup plus présent, beaucoup plus pompier, si je puis dire, mais dans le bon sens du terme, qui faisait vraiment corps avec le film et de manière très, très voyante. Là, beaucoup moins, c'est beaucoup plus subtil. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait, c'est sa manière de concevoir ses films comme des partitions. Pour moi, ça reste First Man reste une partition. Beaucoup moins orchestral que ce qu'il a fait avant, mais avec ses grands moments. Il y a un tempo dans le... il y a un tempo, il y a une ouverture déjà qui est puissante. À défaut d'être grandiloquente, elle est puissante visuellement. Et elle instaure un rythme, c'est-à-dire que c'est un film qui va osciller entre la puissance et l'intime, voire l'intimiste. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là. C'est que c'est une petite mélodie, en fait. Ce film, c'est
Ouais, c'est ça, c'est une mélodie intime. C'est l'odyssée intime personnelle de cet homme qui est retranscrite par une espèce de mélodie à la Chazelle que je trouve très belle et qui trouve son point culminant lors de la fin. Enfin, c'est pas un spoiler, hein, je pense que tout le monde sait comment se termine First Man, mais par cet alunissage qui est absolument incroyable, qui est un moment de cinéma sidérant. Ça donne des frissons. Moi, j'ai vu ça en plus sur le grand écran du Max Linder. J'étais en apesanteur. Alors moi, si je peux me permettre quand même, je pense que la fameuse phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, pour moi, elle passe complètement à l'as en fait. Oui, mais alors, j'allais y revenir. Enfin, je sais pas si Julien, peut-être tu veux intervenir. Ouais, mais j'allais revenir sur ce point précis. On va revenir. Quand même, je peux m'exprimer. Vas-y. À ton tour. Alors, rapide. Hein. Accrochez-vous, ça va secouer. Non, pour en revenir à ce que tu disais, cette phrase un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité qui n'a pas beaucoup de place en fait dans le film, c'est parce que quand même le film a un traitement de cet épisode de l'histoire américaine qui est quand même très particulier, ce qu'on n'avait jamais vu. C'est un film un peu anti-triomphaliste. C'est même, et il parle de, il a une vision très mortuaire en fait de cet épisode, parce que tout est basé sur la mort. Donc le film commence par la mort de la fille de Neil Armstrong. Détail que je connaissais pas du tout, mais qui va être absolument le cœur du film en fait. C'est un adieu, c'est un lâcher prise par rapport à cette petite gamine qui disparaît dès le départ et qui va hanter le personnage. Et donc voilà, on n'a pas ce côté où on a tous les codes du film d'espace comme ça iconise pas, ça héroïse pas d'une certaine manière. On n'a pas, les gens qui sont sur Terre et qui à la fin s'enlacent et disent oh putain on a réussi, bravo, on s'applaudit, c'est formidable, c'est vive l'Amérique, vive voilà tout ça. C'est vrai que là on est sur une trajectoire complètement différente. On est vraiment sur une ambiance très particulière avec une vision très intimiste, très sentimentale. Mais ce qui me pose problème, c'est l'hermétisme de la partie centrale du film, qui est un peu le problème que moi j'avais eu avec La La Land, mais alors là sur tout le film, moi j'avais trouvé que c'était un film sur lequel j'ai complètement glissé, comme Lino. Comme Lino. Donc je n'ai pas eu ce sentiment sur tout le film, parce que je trouve le début et la fin vraiment touchantes. Moi je me rappelle, il y avait déjà ce plan où il casse les cheveux de sa petite fille qui est en train de mourir ou qui est déjà morte, et qui pour moi est tout le cœur du film en fait, parce que c'est un film sur le premier homme qui va être en contact avec le sol lunaire et qui est un homme qui n'a plus de contact physique avec son environnement. Mais est-ce que vous pensez que le personnage de Ryan Gosling est dans la même dynamique que les personnages précédents des films de Damien Chazelle, c'est-à-dire des personnages qui sont pas forcément super intéressant à suivre. Bon, le problème c'est que Ryan Gosling vit il a un destin tragique par rapport à ce qui lui est arrivé au début du film. Voilà, on le sait, mais c'est quelque chose quand même qui va déterminer sa psychologie tout au long du film. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là, c'est-à-dire que du coup, j'ai ressenti une certaine je l'ai trouvé antipathique un peu ce personnage, alors que pour le coup il avait quand même quelque chose de dramatique qui lui arrive, et j'avais du mal vraiment, tu vois, à partager sa péripétie, son odyssée malgré son deuil, quoi. C'est un personnage effectivement difficile à cerner, mais comme le soulignait Julien tout à l'heure, il y a la mort qui est très présente dans ce film et qui agit un peu comme une chape de plomb, et je pense que c'est aussi quelque chose qui aide un peu à déterminer le personnage. C'est un personnage qui de toute façon est poursuivi par la mort quoi qu'il en soit, donc il est obligé de prendre ses distances, de ne plus toucher terre. Entre guillemets, moi ça m'a pas dérangé en fait. J'ai pas ressenti d'empathie ni d'antipathie pour ce personnage, mais par contre je me suis raccroché à son désir d'aller ailleurs et d'échapper quelque part à la mort, peut-être en l'embrassant, en allant vers quelque chose de supérieur au niveau cosmique, si je puis dire, et pas spirituel. Donc moi ça m'a pas dérangé. Et là on retrouve les thématiques de Damien Chazelle, qui, mine de rien, dans ses deux précédents films, traitait de l'obsession chez un personnage central. Parce que Whiplash, c'était ça. Hein. Oui, les mecs sont déterminés. Mais c'est pas simplement qu'ils sont déterminés, c'est une obsession physique et mentale, et des personnages qui se décrochent de la vie réelle pour s'enfoncer comme ça vers un objectif précis. Et c'est ce qui arrive au personnage de Neil Armstrong. Par contre, je sais que ça a posé pas mal de problèmes à différents spectateurs. J'ai pu lire quelques réactions.
Alors déjà, il y a le jeu assez, on va dire, monolithique de Ryan Gosling qui a posé problème régulièrement dans ses films. Son jeu ne plaît pas à tout le monde. C'est du non-jeu pour moi. Et le personnage de Neil Armstrong, qui, il faut le dire, si on va le voir en interview, etc., n'est pas le plus expressif et particulièrement taiseux. Et il était un petit peu, parfois, il peut apparaître un peu comme ce qu'on voit dans le film. Après, je suis d'accord qu'il y a un traitement des personnages, y compris de Buzz Aldrin, qui est quand même l'autre héros de l'histoire, qui dans ce film a un personnage un peu ambigu. C'est limite insultant, je trouve. Enfin, je sais pas comment a réagi sa famille. Un casseur d'ambiance. En tout cas, le personnage de Neil Armstrong, effectivement, son traitement, qui peut parfois virer un peu à la... il a un aspect un peu immature par moment, je trouve. Et un peu autiste, un peu étrange, et ce qui fait que cette phrase, effectivement, le grand pas, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, ça sonne un peu artificiel, et ça paraît pas tout à fait cohérent par rapport au parcours du personnage qu'on a suivi d'un point A jusqu'à ce point B sur cette trajectoire. Là, je suis d'accord, ce moment-là, mais par contre, ce final, l'atterrissement, l'alunissage, et ce personnage a une magnifique rédemption sur la Lune. Voilà, ça a rattrapé, le final est tellement beau que pour moi, ça a rattrapé tout ce petit travers durant le film. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Le mot de la fin. Voilà, moi, ce qui m'a particulièrement touché dans ce film, c'est sa mélancolie. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas avec un sujet pareil. C'est sa profonde mélancolie qu'il y a déjà aussi dans les autres films de Damien Chazelle, et qui est en train de te dire en fait que derrière chaque victoire, il y a une petite perte. Il y a une perte même. Tu perds quelque chose en gagnant, tu gagnes, mais à quel prix ? Une perte intime, puisque c'est la perte chez Neil Armstrong, Neil Gosling. Neil Armstrong, sa famille, le poids de cet emploi en tant qu'astronaute sur sa famille, sur son cercle, sa situation familiale et ses enfants, mais aussi sur la société. C'est pas le cœur du film, et Damien Chazelle n'oublie pas ce que ça a coûté aussi au peuple américain, et comment une partie du peuple américain, notamment les plus démunis, voyez ces dépenses, ces milliards et ces pertes humaines pendant que eux crevaient de faim à cette époque. Pour moi, je conclus, c'est typique du cinéma de Damien Chazelle quand même, qui en 3 films quand même a posé une thématique où que pour arriver à l'excellence, il faut sacrifier quelque chose de soi. Tout le cinéma de Damien Chazelle porte sur ça. Dans Whiplash, c'est pour arriver à l'excellence du jeu. Et la souffrance physique il fallait souffrir, il fallait devenir un gros connard, parce que dans le film, le personnage est vraiment ça. Et dans La La Land, c'est parce qu'on a l'habitude de traiter La La Land comme un film joyeux, tout ça, alors que la fin est totalement d'une tristesse affolante, parce que c'est quand même 2 idiots qui sacrifient leur amour pour leur carrière. C'est ça. Et donc là, c'est Neil Armstrong qui sacrifie son humanité pour arriver à cet exploit-là. Bon, très bien. Je pense qu'on a tout dit. Oui. On quitte la Lune et on revient sur Terre, parce que sur Terre, il y a une grosse bête. Ouh. Predator, scénario mauvais. Les seules choses qui sont correctes sont les effets spéciaux. Après, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire, les dialogues sont idiots, un personnage sans consistance, voilà, aucun intérêt. Et en plus, ils vont faire une suite. L'humour, ça tombe complètement à plat, non, aucun intérêt. Très blague potache type Marvel, des petites références à gauche, à droite, mais rien de magique dans le film. Il y a d'autres meilleurs films en ce moment, il me semble. Réaliste, ça m'a plu, c'était excellent. L'humour de l'action, comme d'habitude, quoi. Je vais recommander le film. Je trouvais ça catastrophique. C'est ni fait ni à faire. Ça contient tout ce qu'il y a de pire dans le blockbuster US. C'est moche, c'est bête, c'est pas drôle. Je vois pas du tout Shane Black là-dedans. C'est triste en fait de voir ça. Ça peut être complètement impersonnel. Faut laisser mourir cette franchise en fait. Non, il n'y a pas grand chose à sauver. Désolé. Bon, ok. Pas grand chose à sauver, désolé, dit Florent. Je vous assure que c'est pas faute d'y avoir mis de la bonne volonté, mais ça a été très très compliqué d'avoir des réactions positives sur le film. Donc merci, un grand merci à Michel qui a trouvé The Predator excellent. Du coup, la question est simple, les copains. Est-ce que vous avez pris votre pied devant cette nouvelle itération signée Shane Black, s'il vous plaît? Dites-moi tout. Alors, en parlant de prendre son pied, vas-y, Ilan. Alors, spoiler alerte, j'ai pas du tout aimé le film. Non. Attends, c'est étonnant, je sais, j'ai pas l'air vu comme ça. Mais quand je suis sorti de la salle de Projo, il a fallu que je fasse une longue marche, genre 2 km. Parce que, non pas que j'étais énervé, mais en fait, j'étais triste. Fallait prendre l'air, quoi. Voilà, c'est ça. Fallait, tu vois...
Fallait processer le truc, quoi, parce que c'était pas possible. J'ai été triste parce que c'est un projet que j'attendais vraiment. Bon, on l'attendait tous. Hein. Voilà, c'est, je veux dire, Predator, ça a été une saga qui a été très mal menée depuis Alien vs Predator, et voir un mec comme Shane Black qui a fait autant de bien au cinéma d'action des années 80-90, parce qu'il a quand même scénarisé L'Arme Fatale, Au Revoir à Jamais, Last Action Hero, il a réalisé The Nice Guys. Et Kiss Kiss Bang Bang, le voir s'approprier justement un totem vraiment des années 80, et lui insuffler toute sa personnalité irrévérencieuse. Moi, ça me faisait plaisir. Suivez mon regard. J'étais content. Mais au final... Et il faisait des très belles déclarations en interview qui donnaient envie. Voilà. Mais le problème, c'est que effectivement, entre l'interprétation que certains collègues avec tout l'estime que j'ai pour eux, sincèrement, et les résultats, il y a un gouffre. C'est-à-dire que pour moi, le film que j'ai vu, c'est pas un film de Shane Black. C'est une espèce d'hydre à 2 têtes, voire 4 têtes, pris entre la volonté de Shane Black de triturer effectivement un monstre du cinéma d'exploitation des années 80 et en faire quelque chose de personnel, et les studios de relancer une machine qui n'avait pas lieu d'être et d'en faire un truc. Ah ouais, donc toi t'es comme Florent en fait, il y a rien à sauver. Non, il y a rien à sauver, parce que si tu veux, pour moi c'est un film qui est très symptomatique de ce qu'a voulu faire la Fox maintenant avec ses grands monstres. Je parle par exemple de Alien, à savoir véritablement prendre un mythe et vouloir même pas se l'approprier, absolument le vulgariser au sens premier du terme, en le nivelant vers le bas, c'est-à-dire en lui trouvant des ramifications qui n'ont pas lieu d'être, en essayant de l'expliquer à tout prix. Et ça marche absolument pas. Mais attends, mais on le voit piloter son vaisseau et tout, c'est quand même cool, non? Le problème du film, c'est que si il enchaîne les idées les plus connes les unes que les autres, dont le molosse avec la tête de Predator, qui est quand même l'idée la plus conne de l'humanité depuis la naissance de Kev Adams. Et je veux dire, comment, dès que tu vois ça, tu dis ok, il y a un problème là. Ok. Et ça va de mal en pis, c'est que des choses comme ça. Et le film essaie toujours de justifier ses idées à la con par des justifications encore plus connes. Mais alors Shane Black, c'est le sens du dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à sauver quand même dans les personnages badass un peu, il n'y a aucun peps dans l'écriture, même dans les personnages, tous ces personnages de losers magnifiques, assez borderline qu'on voit dans le cinéma de Shane Black. Là, ils sont réduits à peau de chagrin, des espèces d'archétypes. On n'y croit même pas. Non, c'est un film malade. C'est un énorme accident industriel. Ah ouais, carrément. Ah oui, pour moi, je parle tu vois, je reviens sur ce qu'avait dit Julien sur Venom, où il disait qu'il était un peu fasciné par Venom, qui était pour lui une espèce d'accident industriel. Pour moi, c'est la même chose. J'étais à la fois fasciné et triste, parce que je dis, mais avec un tel talent comme Shane Black, on pouvait pas se louper, mais en fait, si, on se loupe totalement. Bon, ok, ça c'est dit. Ok, Julien, vas-y. Alors moi, je suis choqué par les dires de Ilan. Ah bon ? Parce que quand il dit que 2 km c'est une longue marche, je suis pas d'accord. Ouais. Non, blague à part... Lui, il est allé sur le périph' carrément. Lui fait Paris-Marseille. Non, moi j'avais attendu le film, enfin j'étais très curieux du film, mais avec quand même une marge de sécurité, de me dire... est-ce que Shane Black est vraiment le mec qui peut sauver la franchise ? C'est ça la question. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour Shane Black, qui est un génie, et je ne pèse mes mots, il est resté toujours quand même très cantonné à un genre du film d'action, policier, thriller, voilà. Body movie, tout ça. Et là, on entre quand même dans le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, le cinéma d'action encore. Et je me suis dit, est-ce qu'il a des épaules pour, rien que visuellement, porter cette icône du cinéma fantastique ? Alors visuellement peut-être pas, mais dans la tonalité, parce qu'on se souvient quand même que le premier Predator, il y avait quand même de la punchline, il y avait des personnages badass il y a de la punchline, mais là, à part 2-3 punchlines que je trouve un peu trop signé Shane Black, par exemple comme Holbrook qui se fait pousser par un militaire qui fait si tu me retouches, je te pète la nuque. D'accord, on a compris, c'est le dernier Samaritain. Et je trouve ça un peu trop répétitif et un peu trop fan service. Donc je trouve que, bon, à part que j'ai rigolé 2-3 moments sur 2-3 blagues parce que j'ai trouvé ça vraiment embêtant. Enfin, j'étais vraiment nerveux, j'étais embarrassé. J'étais vraiment gêné. Ouais, non, je reconnais pas du tout la pack de Shane Black parce que alors, est-ce que la Fox a détruit son style en reprenant le film par derrière, dont le final a été retourné pas une fois, mais 2 fois. Ouais.
Est-ce que le film a été vraiment sabordé par la Fox? Je le pense. Mais est-ce que déjà Shane Black a fait le bon boulot dessus? Quand je vois le résultat, je me pose vraiment la question parce que j'ai vraiment du mal à voir là où il a posé sa patte. Parce que comme on dit, sa marque de fabrique, c'était quand même des personnages un peu irrévérencieux qui envoyaient chier tout le monde, tout ça. Et là, c'est juste des personnages qui prononcent des grossièretés, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment un peu faible. Je trouve qu'il n'y a pas de connivence entre ces personnages, qu'on n'arrive pas à voir le côté... on est des personnages qu'on n'est pas fait pour être ensemble, mais finalement il y a quelque chose qui nous relie. Et en fait, j'ai pas vu ce côté douce salopard que beaucoup essayent de voir dans le film en le défendant. Mais moi, j'ai pas senti cette patte. J'ai pas senti ce côté des mecs qui envoient se faire foutre tout le monde et qui font leur truc. Je trouve ça très artificiel parce que c'est des enchaînements incohérents de scènes, d'actions ou autres qui sont toutes plus maladroites, ou je reste poli, et qui s'imbriquent pas du tout. On a l'impression qu'il y a plusieurs films qui ont été faits et que ça marche pas du tout, rien ne s'imbrique, rien ne colle, et c'est vraiment très perturbant. Et comme pareil, ça en devient presque fascinant, quoi. Je veux dire, je trouve pas le film trop long, je me suis pas emmerdé, mais c'est juste qu'on constate un désastre du début jusqu'à la fin qui est vraiment phénoménal, quoi. Et toi, Pierre, alors est-ce que tu t'es emmerdé ou tu t'es pas emmerdé? Ça a été un peu difficile. Je vais pas le Dis cacher. la vérité. Euphémisme. Je vais pas le cacher. En fait, pour moi, le film s'est effondré à la première image, au tout premier plan. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce premier plan? C'est pas un spoil, vous inquiétez pas. On voit le Predator. Le film commence par l'espace, une scène de l'espace, et on voit des vaisseaux Predator, et on voit notamment un Predator qui est à son centre de commande sur sa chaise, qui pilote son vaisseau tranquillou. Et puis là même, les dialogues en langue Predator sont sous-titrés. Oui. Premièrement en caractère extraterrestre, puis ensuite en anglais. Enfin, on l'a vu en version originale, en français, on l'a vu en version originale sous-titrée. Et en fait, le film souffre de c'est symbolique de tout ce que fait le film. C'est-à-dire qu'on montre on déconstruit le Predator en tant que menace. Je sais pas si c'est véritablement volontaire, hein. Ça va peut-être échapper à Shane Black, ça. Mais en fait, on montre le Predator dans ce qu'il a de plus quotidien. C'est-à-dire, on montre son vaisseau, ses chiens, on le voit parler, on le voit s'exprimer avec des humains, on voit ses dialogues sous-titrés. On apprend même que le Predator, je vais pas révéler évidemment, mais a un but politique. Tout ça, mais j'ai trouvé ça d'une débilité, et il n'y a pas d'autre mot en fait. Mais pourquoi débilité, j'en sais rien, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais pourquoi? Je ne vois pas la raison. En fait, on va choisir le Predator qui est une menace ultime. Il faut dire, voilà, ce qui est dans le film originel de John McTiernan 1987 avec Schwarzenegger. Le Predator, il est mis face à Schwarzenegger qui est un peu le surhomme du cinéma, et on va chercher ce qui est encore plus dangereux que lui. On va chercher la créature ultime, c'est un guerrier, c'est un chasseur. Et là, le Predator, ça devient une espèce d'humain. Et Schwarzenegger a peur. C'est une... Non mais ça devient une espèce de personnage lambda qui est un peu plus fort que les autres, évidemment, mais qui est ramené dans son quotidien. Et jusqu'à le filmer de pied ou allongé sur une table, où on voit le costume. C'est-à-dire qu'avant, le Predator, on le devinait un peu dans la jungle. Là, le Predator, on le voit en entier. On le voit allongé, on le voit en train de dormir, on le voit en train de se réveiller. Dans un café. Dans un labo immaculé. Voilà, dans un labo. Et il faut dire que la direction artistique est très très pauvre, hein. Le labo ou le décor du vaisseau du Predator, c'est vraiment moche, hein. C'est moche. Ça m'a surpris. Surtout qu'on sort de First Man qui a des très beaux décors. Là, c'est vraiment dégueulasse. Bref. On le voit dans ce qu'il y a de plus quotidien, on le voit de manière comme ça traitée sans aucune grandeur, et du coup cette créature, ce costume de latex, parce que c'est un costume, quand on le voit allongé sur la table, il en devient grotesque. Ouais, ses gros pieds. Il a des gros pieds et des grosses mains, on sent que le comédien à l'intérieur est pas toujours à l'aise. C'est vraiment hyper gênant. Ouais, c'est gênant. Pourquoi avoir fait quelque chose comme ça? Et ça, cette espèce d'incohérence par rapport au matériau d'origine, elle s'étire sur tout le film. C'est-à-dire que même le personnage d'Olivia Munn, qui est une bonne actrice, elle a un personnage qui est totalement incohérent. C'est-à-dire que c'est une scientifique, et puis soudainement il se passe quelque chose et ça devient une super guerrière. Elle manie les guns et tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, l'autre problème du film,
c'est ce fameux Uber Predator, le Predator encore plus puissant que le Predator originel. J'adore la formule Uber Predator. Qu'on voit, pas confondre avec les chauffeurs de taxi. taxi. Bien sûr, évidemment. Merci Ilan. Qu'on voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler, c'est un Predator encore plus gros, encore plus fort. Je sais que j'ai entendu certains journalistes sauver le film en disant mais d'accord, mais au moins cette menace du Predator, Il n'y a aucune menace. hyper violent, il est incarné par l'Uber Predator, mais pas du tout, parce que même dans son design, l'Uber Predator, premièrement lui aussi il a une mission politique. Lui aussi il est finalement un peu humanisé parce qu'il s'exprime, il est aussi sous-titré. Et les barbouzes qu'on suit, quand ils se retrouvent pour la première fois face à ce Uber Predator, n'ont même pas peur finalement. Non, et puis on le voit 30 secondes, mais surtout quand on voit son visage, il a une espèce de mâchoire de footballeur US. Il est vraiment ridicule. Il a frat boy. Mais il a une espèce de tête de beauf qui fait du culturisme. C'est incroyable d'avoir fait ça. Enfin, comment on peut avoir un design aussi pété, quoi. Puis on le voit sous toutes les coutures comme le Predator lambda normal. On le voit cracher, par terre. Oui, tu vois les coutures en elles-mêmes aussi. Et c'est comme disait Pierre, ce qu'il y a, c'est que le problème pour moi, c'est que le Predator, c'est comme l'alien, c'est comme le requin des Dents de la Mer. C'est-à-dire, plus tu le montres, et plus il perd en puissance. Et comme tu dis, Pierre, le film, dès la première minute, on voit le Predator. Alors, malgré on le voit assis sur une chaise. Alors, malgré mais c'est quand même quoi. Oui. Malgré que la seule bonne idée de mise en scène que moi j'y vois, que c'est quand le personnage de Boy Holbrook découvre le Predator, le voit. En tant que tel, avec le sang qui lui tombe dessus, qui donc camoufle son... C'est une belle scène. C'est dans les premières minutes, ça, oui. Mais ça, je me suis dit, quand j'ai vu le film, je me suis dit, oui, mais ça aurait dû arriver à la moitié du film. Ouais, pas tout de suite. Et pourtant, là, on est dans les 10 premières minutes. Et encore, quand je dis 10 premières minutes, 5 premières minutes, je vois large. Hein. Et c'est pour ça, c'est que plus on montre ces monstres-là, et plus ils sont normaux, et ils ne font plus peur, et il n'y a plus rien, et tu casses leur mythe, en fait. Mais alors, pardon, Ilan, excuse-moi. Vas-y, je pense que, parce qu'effectivement c'est très difficile, c'est comme Alien. D'ailleurs ils ont été mélangés tous les deux, Alien vs Predator. Ces monstres qu'on a vus dans un film révolutionnaire, qui est devenu le maître étalon dans le genre, une fois qu'on a fait le 2, le 3, le 4, etc., comment on les traite ? Parce qu'on ne peut pas toujours réemployer la même formule, au bout d'un moment ça n'a plus d'intérêt cinématographique. Le Predator on le connaît par cœur, plus ou moins, pas autant que l'Alien. Il y avait, peut-être que c'était une volonté de sa part à Shane Black, de le montrer différemment, de se dire allez, on le connaît, donc j'y vais full frontal comme on dit, et je le traite de cette manière. Sauf que pour le coup ça marche pas du tout, ça déconstruit toute la mythologie du Predator, et en fait moi j'irais même plus loin, c'est que Predator, il y a l'originel de 87 avec Schwarzenegger qui est un chef-d'œuvre, il y a le 2 avec Danny Glover qui est très sympa, qui n'est pas parfait, il y a des gros problèmes, mais c'est assez sympa. L'arme fatale contre le Predator. Exactement. Ensuite, il y a Alien vs Predator 1 et 2, qui sont des aberrations. Et il y a Predators, avec Adrien Brody, qui est un film assez problématique aussi, qui est à la fois une suite, à la fois un reboot. Le truc, c'est que, grosso modo, à partir du premier, tous les films sont des échecs. Moi, j'en suis même venu à me demander si, comme Terminator, la franchise Predator, en fait, peut réellement exister autrement qu'à travers l'histoire du premier film et autrement qu'à travers la confrontation avec Arnold Schwarzenegger, parce qu'en fait le Predator c'est la créature physique ultime, donc il faut toujours le confronter à une menace, donc en fait on est toujours dans la redite. Il n'y a jamais eu de réinvention, au final tous les films sont toujours sur le même principe. Est-ce que Shane Black n'est pas conscient de ça justement et Shane Black, justement, son regard de scénariste et de metteur en scène, parce que c'est peut-être pas le plus grand metteur en scène de la planète, mais c'est quelqu'un vraiment de solide, qui a des très bonnes idées de mise en scène dans l'action, et qui est un très bon scénariste. Et là, moi où j'ai pas reconnu Shane Black, malgré le fait que dans ce film, il amène parfois peut-être un côté un petit peu pulp, dans lequel il s'est potentiellement amusé. Et puis il y a des scènes rigolotes, tu vois, avec le gamin qui met le masque et puis ça tire sur un gars dans une maison. C'est la seule scène qui m'a fait rire. Voilà. Moi, là où j'ai pas compris la réflexion de Shane Black, c'est que Shane Black, à travers toute sa filmographie, si on pouvait tirer une ligne directrice, ou en tout cas l'une des lignes directrices, c'est ce rapport à la violence et ce rapport au code du film noir qu'il a constamment réemployé. Tous ces films sont des relectures des codes du film noir, y compris dans l'espèce d'extrême virilité de ces personnages. Et d'ailleurs, Shane Black était un des membres du casting du Predator originel. La première victime du Predator. Et il y a ce rapport à la violence, cette violence qui est toujours un peu grotesque, assez sale, toujours inattendue, et cette violence qui est pas magnifiée, qui n'est pas glorifié ou mythifié, et donc ça aurait pu être appliqué à ce Predator par exemple, qui finalement est peut-être plus banal, mais non. Et cette violence qui construit les personnages, la violence dit quelque chose sur les personnages du film, et là c'est pas du tout le cas. Tout est artificiel. Vas-y Ilan. Oui, non, alors tout à fait. Alors, tout à l'heure, je taclais très gentiment
les critiques qui trouvaient que le film était irrévérencieux, parce que c'est une grille de lecture qu'on pourrait avoir du film, parce que c'est ce qu'on attend de Shane Black, c'est ce qui a toujours fait son cinéma, son côté sale gosse, malicieux. Et je pense qu'effectivement, le film on a une espèce de patchwork en fait, entre le film qu'aurait fantasmé Shane Black, aussi imparfait soit-il, parce qu'il a quand même co-scénarisé avec Fred Decker, son comparse de toujours, qui est le réalisateur de Monster Squad, mais aussi de Robocop 3. Ne l'oublions jamais. Ne jamais oublier Robocop 3. Que je défends un tout petit peu. Je défendais aussi à mon époque quand j'avais 10 ans. Et justement, encore une fois, ce qu'ont voulu faire les exécutifs, à savoir une sorte de mash-up de tout ce qui s'est fait de pire avec Predator. C'est-à-dire qu'on a un peu d'Alien versus Predator, on a des éléments d'Alien versus Predator, on a des éléments de Marvel. Predators, le film de Nimrod Antal, parce qu'il y a cette même dualité entre deux espèces de Predators. Donc c'est un film extrêmement malade, et même dans le rapport qu'a Shane Black à la violence, je vous renvoie à Au revoir à jamais, à cette séquence où à un moment donné, Gina Davis tue un mec devant sa gamine et lui dit: non, attention, ma chérie, c'est pas bien la violence. On sent un côté rigolard un peu avec tout ça. Il a voulu le refaire dans ce Predators-là, où le personnage de Boyd Holbrook tue un mec devant son fils. Et en fait, c'est contrebalancé par quoi? Par une punchline avec con, parce que lui, son fils, lui a dit: tu ne tues personne. Il fait: bon, d'accord, je tue personne. Bon. Juste cette personne. Après, je tue plus. Donc il y a quelque chose de de dénaturé. Je pense aussi bien chez le Predator que dans le cinéma de Shane Black. Donc je pense que c'est plus un film de la Fox qu'un film de Shane Black. Il y a des scènes qui sont clairement pas de lui. Hein. Il y a des scènes. Il n'était pas derrière la caméra, c'est sûr. Ok, très bien. Petite question avant qu'on termine cette page Predator. Est-ce que vous vous souvenez de l'acteur qui était pressenti pour le premier rôle du Predator? Non. Avant que ce soit Boy à la base, Holbrook. Je me rappelle pas du tout. C'était Benicio del Toro, les gars. Ça aurait été Sicario versus Predator. Il a lâché le projet juste avant le début. Il a bien fait. Voilà, Predator c'est en salle. Mais Boyd Holbrook, il est pas. Moi, je le trouve pas. Il a du charisme. Narcos, Logan. Il a du charisme, mais il est mal employé, comme tous les acteurs du film. Hein. Bon, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Predator, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à Lino, Augustin, Véronique, Stéphanie, Léa, Thierry, Camille, Michel et Florent pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de Séance Radio. Et pour nous retrouver, c'est bien évidemment sur séanceradio.com, sur Twitter, fin_séance ou hashtag fin de séance, c'est très très simple. Sur Apple Podcast, laissez des étoiles et des commentaires. Si t'aimes, tu partages, tu laisses des commentaires, tu laisses des étoiles, tu laisses tout ce que tu veux, mais si tu nous aimes pas, tu laisses également un commentaire et une étoile, ça nous permet de remonter quand même dans le classement des podcasts. Sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très facile pour nous retrouver. Ilan et Julien, les amis, on vous fait de très gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine. On vous retrouve sur cinevibe.fr et sur Twitter @cinevibefr. Tout à fait. Pierre sur fanfootage.fr, on peut te lire également. Exactement. Tout à fait. Et sur Twitter @fanfootagefr. La semaine prochaine, les copains, de quoi allons-nous parler? On le sait déjà, je crois. Il y aura de la citrouille. Il n'y a personne qui va faire la musique. Il y aura une belle musique. Ouais, je crois qu'on a dit. Alors ça, c'est la musique de la petite maison dans la prairie. Ça a changé. John Carpenter à la musique évidemment, mais pas John Carpenter à la réalisation de ce nouveau Halloween. On en reparle la semaine prochaine. D'ici là, on fait de très très gros bisous. Bisous. Et bon cinéma. Ciao. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.